Créateur. Ma passion, c'est la lumière et ses propriétés, et mon credo, c'est de faire les choses avec le moins de moyens possible. J'ai commencé la photo quand j'avais 8 ans à peu près, avec des boîtiers argentiques, les A1, et avait un programme, pour les connaisseurs. Et j'ai fait un peu de développement et de tirage pendant les années qui ont suivi. Mais c'est quand j'ai touché la première fois au numérique que ma vie a vraiment complètement basculé. La possibilité de faire des tests sans fin jusqu'à obtenir des résultats convaincants, ça m'a emmené tout droit vers le light painting et sa rigueur dans son exécution. En 2015, j'ai entamé une recherche sur la propagation aléatoire de la lumière. Alors ça a l'air un peu pompeux dit comme ça, mais le principe en fait c'était de rechercher des moyens, des matières pour faire de la réfraction, de la réflexion de lumière, de voir comment ça se diffusait, que ces moyens soient existants ou complètement artisanaux. Ce projet a été exposé, il a eu plusieurs noms d'ailleurs, entre la phase de recherche, de publication et d'exposition. Donc il a eu Codename OGZ, Random, et aujourd'hui donc ce projet s'appelle Itération. J'ai expérimenté beaucoup de choses dans ce projet et ça m'a donné beaucoup de clés pour la suite. Aujourd'hui je travaille sur Light Experiment, qui est un projet né sur Twitch en octobre 2020, dont le but était de m'occuper chez moi avec les objets que je pouvais y trouver. Ce projet sera d'ailleurs exposé à Rennes en janvier 2022. Ce que j'aime dans la photo, c'est expérimenter dans des directions multiples, sans obligation de résultat, et c'est probablement une des raisons qui fait que j'aime toujours faire des choses nouvelles. J'aime beaucoup surprendre et forcer l'interrogation de la personne qui regarde. C'est vraiment important pour moi. Dans mon intervention pour ce VPE, je vais vous parler de light painting et de créativité, pourquoi ces deux domaines sont-ils si liés, et je vais répondre à la question pourquoi le light painting est une mise en abîme de la créativité. On s'imagine que la créativité est un don, que les idées viennent instantanément et que la réalisation est rapide. En réalité, c'est beaucoup plus complexe. La créativité, c'est quelque chose qui est propre à chaque personne. Pour certains, ça va être la capacité d'agencer des couleurs, pour d'autres la fabrication d'objets, de créer des rendus surréalistes, ou encore de créer de nouveaux outils. Le light painting, c'est une discipline qui allie les quatre. Ça a été une grande tendance autour de 2010. Aujourd'hui, les créations en light painting sont beaucoup plus précises, beaucoup plus réfléchies, tout aussi expérimentales qu'à l'époque, mais avec un niveau de réalisation bien supérieur. C'est dommage ça, on attribue la première expérimentation de ce procédé à Étienne Jules Marais, l'inventeur de la chronophotographie. Alors qu'est-ce que c'est la chronophotographie? Eh bien, derrière ce nom se cache un précurseur de la technique de surimpression. C'est une technique qui permet, entre autres, de décomposer le mouvement d'un sujet sur une même prise de vue en ne faisant pas avancer la pellicule entre chaque déclenchement. Aujourd'hui, même si certains boîtiers numériques proposent l'option, j'ai perdu ma ligne, le procédé se situe surtout au niveau de la post-production en utilisant plusieurs calques dans Photoshop. Et d'ailleurs, ici, on peut voir très facilement, hop, on va passer là, on peut voir très facilement les différentes occurrences de la prise de vue. Donc là, on a bien une, on va faire ça comme ça pour pas tout gâcher, 2, 3, 4 et 5 occurrences du saut de ce skieur avec un mouvement décomposé entièrement. Je propose une autre image qui m'a été très gentiment prêtée par Florian Sautier, qui est une décomposition de l'éclipse de la Lune rouge. Où est-ce que j'en étais? Photoshop, c'est ça. Contrairement au principe de surimpression, qui nécessite plusieurs prises de vue successives, le light painting utilise des temps d'obturation plus importants pour obtenir l'ensemble du mouvement en une seule fois. C'est par ce biais qu'Étienne Jules Marais va agiter une boule blanche autour d'un bâton noir et imprimer sa signature sur la plaque de sa chambre photographique en 1882. Comment, avec les connaissances de l'époque, a-t-il pu arriver à un tel raisonnement pour obtenir ce résultat?
Il a tenu compte de tous ses travaux et expérimentations précédentes et a modifié sa propre perception des choses en admettant que le temps d'obturation pouvait être utilisé dans son intégralité et qu'il ne servait pas seulement à capter une quantité de lumière définie. Sans le savoir, Étienne Jules Marais avait créé un procédé qui allait être l'un des plus créatifs plus de 100 ans après. Mais au-delà de son invention, c'est la manière dont il a imaginé le procédé qui est elle-même extrêmement créative. Le light painting est une mise en abîme de la créativité. Grosse intro, hein? Grosse intro qui claque, hein? T'as vu? Petite dose d'histoire, petite dose de philo, grosse touche d'inspiration, paf, emballé c'est pesé, dopamine pour tout le monde. Cadeau, c'est pour moi. Ah, c'est très important d'être le premier spectateur de ce qu'on produit. Bonjour, je suis Boris Mauboussin, je suis artiste photographe à Rennes, en Bretagne, je suis un passionné de lumière et de concepts abstraits de créativité. Ce que j'aime, c'est trouver un moyen pour toujours faire de nouvelles choses. Je suis très content de pouvoir vous présenter cette intervention. Pendant les 45 millions, pas du tout, pendant les 45 minutes qui vont suivre, je vais vous parler d'histoire, de light painting, un peu, et de rapport à la créativité, beaucoup plus. Comme je le disais, c'est important d'être le premier spectateur de ce qu'on produit. C'est la base de l'envie de créer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Être son premier spectateur, c'est contempler ce qu'on produit. C'est avoir la chance d'être la première personne à visualiser les choses que l'on fait. Énerve ça. Pardon. Alors vous allez me dire que ça paraît très évident, en fait. Mais en y regardant de plus près, ça met en évidence le fait de devoir s'arrêter sur ce qu'on produit. Et donc, de se placer en spectateur en faisant abstraction que nous sommes le créateur de ce qu'on regarde. Cette abstraction permet de ne plus être dépendant du niveau d'exigence que l'on s'impose sur ce qu'on produit et par conséquent libère le cerveau de pensées négatives sur notre capacité à bien faire les choses. Avec un cerveau moins encombré, il y a plus de place pour la créativité. Il y a une phrase injustement attribuée à Albert Einstein qui dit « Creativity is intelligence having fun ». La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Cette phrase a beaucoup de portée pour expliquer notre capacité à être créatif. Mais le point important ici, je vous vois venir, ce n'est pas l'intelligence. Tout le monde est sauvé, c'est bon. Le point important, c'est la capacité d'amusement. Si vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous n'avez pas cœur à vous amuser activement, alors il y a peu de chances pour que votre cerveau puisse s'amuser avec les données qu'il possède. Si vous avez des questions sur cette courte première partie, je vous invite à les préparer pendant que je vous livre une des nombreuses citations que j'adore créer. Le cerveau, c'est comme un meuble. S'il y a trop de bordel dedans, alors il ne sert plus à rien.
Des questions? Pas de questions? Bon, eh ben, on continue. Revenons, chers amis, et les autres, que je ne connais pas encore, à... où est-ce qu'il est? Revenons à Étienne Jules Maret. Né à Beaune en 1930. Est-ce que c'est la bonne image? Oui. Il est né à Beaune en 1930. Et c'est avant tout vers la médecine et la physiologie qu'il va se tourner. Il est considéré comme un touche-à-tout atypique, et il sera d'ailleurs reconnu plus tard comme un pionnier du cinéma et de la photographie. Il fait partie de ces personnes qui vont inventer des outils pour permettre de nouvelles applications. En 1863, il améliore le principe du sphymographe. Alors je vous avoue, j'ai cherché, j'ai vu des images, je me suis dit: «Ça vaut pas le coup». C'est un appareil qui permet d'enregistrer les battements du cœur. Marais va améliorer cet outil en rendant l'outil portable. Et j'ai dit 2 fois outil. Donc ce qui va être très pratique. Donc il fait vraiment partie de ces personnes qui ont envie, d'améliorer les choses pour le monde. Ensuite, il prend connaissance des travaux de l'américain, comment il s'appelle déjà? Edward Muybridge. Que voici. Pas, si? Pas du tout. Que voici. Désolé. Donc il prend connaissance des travaux de Edward James Muybridge sur la décomposition du mouvement. Ces deux personnages vont d'ailleurs s'influencer mutuellement puisque Muybridge va prendre connaissance de la théorie de Marais qui clame qu'un cheval au galop n'a jamais les 4 fers en contact avec le sol. Ce qui vient contrecarrer la représentation artistique de l'époque puisque les peintres peignent habituellement les équidés avec les 4 fers au sol. Muybridge va alors disposer 24 chambres photographiques le long d'une piste équestre, chacune opérée par une personne chargée d'enduire de collodion la plaque de la chambre. Le déclenchement des chambres se fera au moyen de fils très minces, tendus sur le parcours du cheval, qui va les percuter et complètement les casser pour activer le mécanisme de chaque appareil photo. Ils étaient chauds quand même hein, à l'époque. Donc les mecs, ils sont pas d'accord. Ils veulent faire de la recherche scientifique et se contredire. Le mec, il met des moyens, monstrueux. Et donc, Muybridge confirmera alors la théorie de Marais, après avoir tout de même essuyé la casse de plusieurs chambres photographiques qui ont été emportées par l'élan de l'étalon à cause d'un fil trop bien fixé. Marais va ensuite créer... j'ai raté mon truc. Hop. Marais va ensuite créer... je vous ai tout montré, dommage. Va ensuite créer le fusil photographique, qui est un procédé qui permet de suivre le mouvement d'un animal pendant son déplacement. D'abord pensé avec une plaque sensible, octogonale, donc derrière l'objectif, il permet de prendre une série d'images au 1/720e de seconde, et le fusil sera ensuite adapté à la pellicule et sera capable de prendre des vues au 1/1140e de seconde. Marais va ensuite travailler avec George. Qu'est-ce que c'est que cet outil? Il est fou. Oui, alors, effectivement, cet outil est complètement fou. Donc, alors il faut rappeler donc qu'on est, je sors un peu là, donc on est fin 19e siècle et évidemment, la chasse, tout le monde a des fusils, pas tout le monde, mais en tout cas aux États-Unis, il y a des fusils. Marais est français, il a vécu, à Naples un moment et en fait, donc ça, c'est inspiré, alors je sais plus le nom, mais d'un autre outil, je crois que c'est Muybridge qui avait créé ça
et donc qui est le principe de la rotation. Et donc à chaque fois qu'on déclenche, en fait, à chaque fois qu'on va activer la gâchette, ça va faire tourner la roue et donc capturer l'image qu'on voit. Voilà. Ouais, non, c'est vraiment une gâchette. Ouais, ouais, c'est justement en fait c'est pensé pour être pratique. C'est-à-dire que quand tu es comme ça, effectivement, c'est beaucoup plus facile de suivre un animal comme ça, et d'autant plus qu'à l'époque il y a encore là une très grande culture de la chasse. Du coup, les gens savent manipuler les fusils. Et donc ensuite, il va travailler avec George Demney afin de chercher un moyen de projeter les images produites, et il envisage la réalisation d'un projecteur chronophotographique. Celui-ci présentera quelques défauts d'ordre de régularité de lecture des images, parce qu'en fait, les images sont entraînées par une bande de caoutchouc, et du coup, comme le frottement n'est pas égal partout, et ben des fois les images ne passent pas au bon moment. Mais c'est avec un procédé qui est créé par un certain Thomas Edison, qui lui a mis au point un système avec des perforations, que Marey va améliorer la fluidité de la lecture de son outil. Cependant, en 1891, Étienne Jules Marey, qui est un scientifique à l'état brut et qui ne cherche qu'à étudier les choses, sera en désaccord avec George Demney, qui souhaite faire un usage commercial de leur invention à des fins de divertissement. Ce qui va éloigner Marey de la future invention du cinéma, et ce sont les fameux frères Lumière qui hériteront de la reconnaissance culturelle liée à la projection de séquences d'images avec la présentation de leur cinématographe en 1895. Étienne Jules Marey est vraiment un personnage comme je les aime, attaché à un but de découverte et d'avancée dans l'histoire des choses. C'est sa passion pour la décomposition du mouvement et plus largement la compréhension des choses qui fait de lui une personne dotée d'une créativité sans égale, parce qu'il la met au service d'un objectif précis, ce dernier nécessitant encore plus d'inventivité pour être mené à bien. Aucune transition pour la prochaine partie, et que d'ailleurs j'avais oublié de changer le menu. Prochaine partie sans transition, vous êtes prévenus. Et je vous préviens encore plus que cette partie est très très courte. Si cette partie sur le principe du light painting est courte, c'est pas parce que j'ai pas envie d'en parler, c'est parce que le principe est très simple. Il fait seulement appel à une modification de notre manière de penser la photographie. Le light painting, c'est un des domaines qu'on peut théoriser pendant des jours entiers, mais dont les premiers résultats pratiques sont vraiment très rapides à obtenir. Le light painting fonctionne sur le principe de la pause longue. Plutôt que de vouloir capturer une quantité de lumière équivalente à celle que notre œil perçoit à un instant T, on va plutôt chercher à établir un plan chronologique de la diffusion des rayons lumineux de notre source de lumière. Alors oui, cette phrase est un peu balèze, c'est vrai, c'est vrai. Alors, vu qu'une image vaut 1000 mots, on va appliquer la maxime. Au passage, tiens, euh, s'il nous reste un peu de temps à la fin de cette intervention, je vous lance un challenge, et donc, vous êtes chargé de retrouver d'où provient la citation « Une image vaut 1000 mots ». Bonne chance à tous. Alors, on va repartir sur les photos que je n'ai pas préparées. Hop, elle est là. Pif. Sur cette photo de Mas, donc qui m'a très gentiment prêté sa photographie pour la conférence, le plan chronologique est assez évident. J'ai plus besoin de ça, tiens. Le plan chronologique est assez évident, et j'ai perdu ma fenêtre. Ah! Je suis perdu. Oui, donc je disais que le plan était assez évident, en fait, parce qu'on n'a qu'une seule trace de lumière. Et il faut que je récupère mes notes, parce que c'est compliqué. Hein? Ah bah c'est exactement ce que j'avais écrit, en fait. Et donc cette tracée de lumière est effectuée en une seule fois, avec une seule source. D'ailleurs, si on regarde bien, en fait, on peut connaître le sens du dessin en observant les extrémités du tracé, qui sont d'ailleurs ici. Hop,
Ah, c'est pas la bonne couleur. C'est dommage ça. If. Ah, je veux ça. Voilà. Hop, ici et ici. Ce sont les 2 extrémités du tracé et je vous ai encore perdu, vous, le chat. Ah, vous êtes où? Ah mince, ça c'est dommage. Pause. Désolé, je vous ai perdu, j'ai fait une bêtise. Vous êtes là. Hop, je me vois, c'est super. Ah bah oui, en fait, j'avais tout fermé. Alors, petite pause technique, toutes mes excuses et on va, reviendre tout de suite. Pif, pif et pif. OK, c'est bon, je suis vous êtes là. Et donc je disais, qu'on a nos deux extrémités, donc qui sont une ici et une ici. Et en fait, si on regarde un peu, en fait, il est bien possible que le dessin ait été commencé, ici, puisque sur ce genre de forme complexe, on a, tendance, en fait, à garder allumée la source de lumière et à déclencher l'appareil. Donc ce qui fait qu'il y a une position d'attente et on a ça. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Parce que je me suis embarqué dans un truc et c'est pas du tout, ce que je voulais dire, en fait, à la base. Ah oui, c'est ça, que le principe, en fait, il faut, penser à la notion de temps. Parce que pardon? Parce qu'en fait, effectivement, quand on regarde les photos de light painting, on a cette visibilité d'un tracé qui est toujours très intéressant pour les yeux, mais il faut penser à la construction. Et la construction, en fait, c'est anticiper sur le temps dont on va avoir besoin pour justement réaliser, le graphisme qu'on veut faire. Et dans le cas de la photo de masse, en fait, il a vraiment choisi, quelque chose de très précis et il a fallu qu'il réfléchisse en avance, et bien, au temps qu'il allait devoir, utiliser, pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, c'est ça et en fait, on pourrait aussi, imaginer sur cette photo, on pourrait tout à fait imaginer un système où on mettrait une barre de temps ici, comme ça et j'ai pas mon option et en fait, on pourrait définir le temps puisque là, on sait qu'on est parti de gauche, on est parti là, on sait qu'il a écrit comme ça, en fait et ben, en fait, on pourrait vraiment définir, en fonction de l'échelle ici, une échelle de temps que, la photo a prise, enfin, je sais pas comment finir cette phrase. J'espère que vous avez compris, c'est un peu brouillon, toutes mes excuses. Du coup, quand, je suis un peu brouillon comme ça, ce que je fais souvent, c'est que je change de partie, en fait. Et donc quand je change et donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Alors rassurez-vous, c'était vraiment fini. C'est juste que je commençais à bafouiller et ça commençait un peu à m'énerver. Il y a une chose qui me passionne, c'est l'envie de créer de l'illusion. Vous avez compris, merci, parfait. Donc ça me ce qui me passionne, ouais, c'est vraiment de créer de l'illusion. En fait, par illusion, j'entends la volonté de perturber sciemment la perception de celui qui regarde. Perturber sciemment, c'est vouloir accaparer l'attention par le questionnement, grâce à la lumière, qui est quelque chose d'incroyablement fascinant par son éclat, ses couleurs et même parfois son absence. Il y a un passage que j'ai écrit pour un livre, que je trouve très efficace pour décrire ma passion de la lumière et j'aimerais vous en faire part. Fiat Lux, donc écrit F-I-A-T-L-U-X, est une expression qui m'a toujours fasciné. Outre les considérations religieuses d'où cette locution provient, il est amusant et même délectable intellectuellement d'imaginer qu'à un moment du temps, notre œil ne peut être hypnotisé par les couleurs et les formes. Fiat Lux, des profondeurs des abysses surgit un fragment de lumière qui s'extirpe des ténèbres afin de donner une existence visuelle à ce qui existe déjà physiquement. La lumière donne une existence visuelle à ce qui existe déjà physiquement. C'est-à-dire qu'on va aller construire notre image à partir du noir, au parfait opposé
des estampes japonaises qui sont construites à partir du blanc. Dans le cas du light painting, c'est à la fois, vrai et faux. Sur cette image de masse, on voit en fait que la lumière est le seul sujet. Donc elle se révèle elle-même. Elle n'a rien à révéler d'autre qu'elle-même. Mais si on prend cette photo du fort d'Europe, c'est tout l'inverse. Sans les sources de lumière, il nous aurait été impossible de voir ce qu'il y avait ici. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu, on a des zones de lumière qui sont plus importantes, des zones d'expression qui sont plus importantes. Donc ici, ici, et là d'ailleurs aussi un petit peu. Et ou quelle est la photo? Oh pardon, hop, quelle est là? Et donc on a des zones de lumière qui sont des zones d'exposition qui sont un peu plus importantes. Et en fait, ça c'est probablement dû au fait que les sources de lumière ne sont restées plus longtemps à certains endroits que d'autres, ou certaines zones du bâtiment ont bénéficié de plusieurs expositions en fonction du déplacement de la source de lumière. Voilà. Je trouve qu'on va un peu vite. C'est vrai qu'on va un peu vite. Parce que ça, oui, c'est exactement ce que j'avais dit. OK, mais je parle, peut-être vite aussi. Il paraît que quand on parle trop vite, dans une conférence comme ça, il faut demander l'avis au chat. Dire: «Ça va? Ça va le chat? Comment ça se passe jusque-là? Dites-moi, hein? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous arrivez, à vous, détendre pendant ce VPE? Est-ce que tout ça, ça vous intéresse?» Parce que c'est vrai, c'est assez rare quand même d'avoir des conventions en ligne, sur la photographie. Donc du coup, ça fait, plaisir de voir qu'il y a un peu de monde. Pauline, tu trouves que je devrais me détacher de mes notes et parler plus simplement? Ah ouais, mais non, ça, je peux pas faire ça. Parce que là, on va perdre en qualité de langage, hein, mais je vais essayer. Promis. Ah ouais, non, non, moi si je commence à parler, dire sans rigueur, par rapport aux notes, dans 10 minutes, on parle de conquête de l'espace, hein. Ça peut partir très, très vite, ça peut aller loin. Attention, c'est dangereux. J'en étais où? J'en étais à ma prochaine partie. Comme sur les lives. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça peut partir très, très vite. Donc on va, se réguler un petit peu. Ne vous inquiétez pas, il y a le bonus time à la fin, justement pour qu'on parle un peu plus simplement et de manière moins guindée. Ne vous inquiétez pas. Et je vais vous parler du coup bah, ça tombe bien tiens. Je vais vous parler de mon rapport à la créativité. Alors Pauline, désolé, il y a encore un peu des notes, mais au moins, le fond sera un peu plus vrai. Je disais au début, en fait, la créativité, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chaque personne. C'est, heu, c'est un état d'esprit du moment et il y a pas de tutoriel à regarder sur internet pour devenir créatif. Il y a pas de recette magique, en fait. C'est vraiment le genre de choses qui fonctionne à l'opposé de ce qu'on cherche. C'est-à-dire si, plus vous allez vous borner à vouloir être créatif, moins vous serez capable d'exploiter votre potentiel, en fait. Moi, je vous dis «vous», parce qu'on est entre nous, quoi, mais enfin, c'est pas du tout la position du maître à penser ou quoi que ce soit, c'est dit comme ça, quoi. Heu, qu'est-ce que j'en étais où? Ah oui, que je disais, en fait, ouais, qu'il faut pas se borner à vouloir être créatif à tout prix, parce que du coup, ça impacte le potentiel. Donc si un jour on se lève, en fait, et qu'on se dit: «Aujourd'hui, je vais être créatif dans ma manière de faire les choses», et ben, en fait, ça peut marcher. Si ça peut motiver quelqu'un à penser comme ça, bah, tant mieux. Mais, dans la majeure partie des cas, en fait, c'est plus une espèce de flow,
qu'il faut attraper au vol et parce qu'en fait, à un moment, on sait jamais quand, enfin, tout sera aligné et la connexion entre tous les éléments qu'on a sous les yeux, paraîtra évidente, alors que 2 jours plus tôt, ça l'était pas, en fait et en fait, la créativité, c'est pas reproduire ce qu'on voit. Ouais, ah, c'est comme ça. En fait, c'est prendre en considération tous les éléments qui sont à notre disposition et savoir lesquels utiliser pour créer quelque chose de nouveau. Alors, on va faire une toute petite pause pour établir un fait. Quand je dis quelque chose de nouveau, on est d'accord que dans l'absolu, il y a peu de chances que ce soit le cas. Heu, mais si on prend une manne de personnes qui est très impliquée dans la notion de créativité et que ces personnes sont d'accord pour dire que vous avez produit quelque chose de nouveau, c'est qu'effectivement, vous êtes dans une démarche pardon, de recherche avancée. Et puisque ces personnes ont une connaissance approfondie du domaine, en quelque sorte, ils valident votre recherche, de créativité. Et alors attention, je suis pas en train de dire qu'il faut se référer aux autres, pour savoir ce qu'on vaut, c'est pas ça du tout en fait. C'est que quand on cherche, quand on cherche à établir, une notion sur son propre travail, sa propre manière de faire les choses, savoir à quel point on en est, savoir si, effectivement on débute, c'est un peu bizarre, mais si on en est au début de notre progression, sur un domaine ou qu'on en est au milieu et ou qu'on est très avancé, il faut évidemment poser la question à des gens dont on sait qu'eux sont avancés, en fait. Et d'ailleurs, la plupart du temps, vous allez vous rendre compte qu'ils sont pas beaucoup plus avancés que vous. C'est juste qu'en fait, eux ont eu la chance de réfléchir à tout ça et comme à partir du moment où vous posez la question sur votre démarche, sur votre recherche et ben, c'est à ce moment-là que tout commence à s'éclairer. Parce que c'est grâce aux questions qu'on va se poser, qu'on va pouvoir commencer à explorer, divers horizons, explorer, des nouvelles voies, essayer de chercher, expérimenter des trucs. Et ça, j'en parle un peu plus tard. Et du coup, je me suis perdu. Voilà. Tu vu Pauline? C'est ça. Quand je commence à parler, je me perds. C'est dommage. Les digressions, c'est vraiment mon truc, quoi. Et donc, la question qui pourrait se poser et d'ailleurs, je vous la pose, à vous tous, vous êtes pas obligés de répondre, mais c'est, pourquoi sommes-nous créatifs? Et pourquoi avons-nous envie de l'être? Il y a pas de mauvaise réponse, hein. S'il y en a qui sont intéressés pour, parler là-dessus, alors si vous pouvez faire une synthèse, vous pouvez le faire maintenant pendant que je finis cette partie, mais on pourra en parler sur le Discord après, sans aucun problème. Pardon? Et oui, d'ailleurs, il y a pas non plus de réponse radicale, en fait. C'est, qu'est-ce que tu dis, Ariel? Pour nous sauver de la folie. Donc du coup, oui, c'est intéressant pour nous sauver de la folie. C'est une sorte, alors là, on va se référer sur la notion d'escape, d'évasion des choses, tout à fait. Et là, tu nickel, parfait, j'ai hâte de lire ça. Et besoin d'exprimer son art. Alors pourquoi mettre, alors, bah, je veux pas être gentil, mais pourquoi mettre, «art» entre guillemets? C'est intéressant, enfin, ceci dit, c'est super intéressant le fait de que tu aies écrit ça, parce que, ça dénote justement alors ça peut dénoter plein de trucs, hein, mais pourquoi le mettre entre guillemets? Parce que si, c'est quelque chose d'assumé, bah, il y a plus besoin. Il y a beaucoup de choses autour justement des termes art et artiste et je pense qu'il faut se défaire de la connotation qu'il y a pu y avoir, dans le courant des années 2000 où effectivement on était, face donc c'était la grande époque où les artistes vendaient extrêmement cher et que c'était très à la mode, d'être un artiste, qui vendait cher et c'est probablement pour ça aussi qu'aujourd'hui il y a beaucoup de volonté de personnes d'être créatives et de vouloir, percer dans le monde de l'art parce qu'il y a aussi ce fantasme qui traîne quelque part, du début des années 2000 et je pense que du coup il faut pouvoir assumer, enfin, il faut pouvoir assumer la notion d'art, assumer la notion d'artiste, même si, en fait les, heu, les personnes qui ont tendance à dénigrer,
Là, les artistes, sont des gens qui n'y connaissent rien. Donc pour le coup, pourquoi tenir compte de leur vie, hein? Je vous le demande. Pardon, ça défile un peu là. Marlène nous dit, «La création, est-ce qui différencie l'artiste du fou?» Oh, vaste sujet, mais intéressant, je note pour la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les photographes ne se définissent pas en tant qu'artistes. Tout à fait et parce qu'en fait, photographe, c'est un métier qui possède une partie, une petite proportion, de personnes qui sont artistes dans ce domaine et comme, plein d'autres domaines, comme, la peinture, comme, les vitriers, non, non, mais tout à fait, ça c'est pas lié, hein. C'est juste, heu, c'est juste un médium qui permet, l'expression, enfin l'expression personnelle, la créativité, oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. J'en étais où? Oui. On peut contenir un rire longtemps, des pleurs non plus. Toute émotion débordante, je crois que la création nous permet aussi de poser le mental et de laisser l'âme voyager. Oui, oui, c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça aussi. C'est qu'on a ah bah, du coup, tu viens de spoiler, ma prochaine partie. C'est pas drôle. Tu peux pas écrire et surveiller Twitch et Discord. Ah vas-y, essaye Londres, essaye. Ou alors, fais un vocal, tu vois? Tu fais un petit mémo vocal, tu balances les idées et puis, entre 2 et 4 heures du matin, tu écris tout ça, tu vois? Puis demain à 7 heures, tu m'envoies ça, nickel, c'est bien, bon programme. Oui, donc moi j'ai beaucoup, souvent posé ces questions et j'aimerais vous livrer mes réponses. Alors, petit disclaimer, ce sont des réponses que évidemment, j'ai écrites, donc préparées. Donc il se peut qu'elles vont peut-être vous paraître un peu guindées, c'est possible, mais le fond de ce qui est dedans, en fait, est, le fruit de mes réflexions là-dessus. Heu, D'abord, j'ai besoin de changements dans ma vie personnelle et professionnelle, très régulièrement. Je change l'agencement de mon appartement environ tous les 3 mois. Youpi! La répétition des choses, ça m'ennuie beaucoup et parfois ça m'agace et la créativité, en fait, chez moi, c'est avant tout une volonté, d'échapper à un éternel recommencement des choses. Donc effectivement, on retrouve, ce que disait Marlène, sur la notion d'évasion. Ensuite, je suis quelqu'un d'assez généreux dans l'ensemble et j'aime faire découvrir les choses, en fait, aux autres, mais c'est plus pour le plaisir de transmettre quelque chose ou d'avoir un instant de partage avec quelqu'un ou en fait, bah, juste parce que je suis complètement hypé d'avoir découvert un nouveau truc et il faut absolument que j'en parle à quelqu'un. Et parce que en fait, je suis quelqu'un d'assez verbal dans la réflexion. C'est-à-dire que plus je parle d'un sujet avec quelqu'un, plus ça va me pousser à la réflexion. Donc oui, je parle tout seul dans mon appart, assez souvent. D'ailleurs, c'est le cas, en ce moment, voilà. Mais ça, par contre, ça gêne personne, donc tant mieux. Ensuite et ça, c'est probablement le point le plus important, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, il y a un aspect d'existence personnelle dans ma créativité. C'est vraiment mon identité sociale. C'est-à-dire que dans les gens que je fréquente, je suis la personne créative. Comme on a un copain, qui est super balèze en mécanique, d'autres qui est un super geek et tout ça. Moi, je suis vraiment la personne créative et que ce soit dans l'art, que ce soit dans la façon de penser, d'agencer mon appartement ou plus largement de trouver des solutions à des problèmes. Enfin, c'est en plus, j'aime ça. En fait, c'est vraiment, trouver des solutions à un problème, c'est vraiment mon truc et donc comme depuis, comme depuis le début du covid, c'est un peu compliqué pour moi de travailler, parce que je travaillais dans l'événementiel. Donc du coup, je me suis retrouvé, à devoir faire, de la photo, bah, sans pouvoir acheter, je sais pas, un nouveau flash ou un nouveau truc ou un nouveau machin. Donc et bah, il faut être malin et effectivement, la maxime: «Quand on n'a pas d'argent, on a des idées», se vérifie très, très bien. Ça se vérifie très, très bien et j'avoue que ça me plaît beaucoup plus de devoir réfléchir à comment réaliser ce que j'ai envie de faire, plutôt que d'acheter un objet qui remplit la fonction à lui tout seul, en fait. C'est Ouais, je trouve ça beaucoup plus gratifiant et passionnant en plus parce que ça fait travailler énormément le cerveau
Ah, ça me plaît beaucoup. Voilà pour, un bout de portrait et je voulais faire aussi une toute petite parenthèse sur la notion du rapport aux autres et comment dire ça? Dire qu'on ouais, vous allez pas être d'accord là. Mais dire qu'on fait les choses pour soi, alors c'est une effectivement, c'est très noble, mais en fait, c'est surtout très faux. Parce que dans, la volonté de vouloir montrer les choses, c'est qu'il y a un appel indirect à l'extérieur et cet appel indirect à l'extérieur, il en fonction de comment il se passe, c'est-à-dire si effectivement vous avez beaucoup de retours positifs et que ça vous gratifie, eh bien, vous allez être content, c'est logique. Si vous avez beaucoup de retours négatifs et que ça vous met, un peu au fond, et ben, c'est s'il y a une réaction, en fait, si vous avez une propre réaction par rapport au rapport aux autres, c'est que votre rapport aux autres ne se passe pas comme vous le souhaitez. Voilà. Je ne sais pas s'il faut qu'on continue maintenant sur ce sujet parce qu'on peut aller vraiment très loin et il me reste 10 minutes. Mais normalement ça rentre. Normalement ça doit rentrer. C'est vrai qu'on digresse beaucoup quand même. Je me souviens d'une vidéo de Sébastien Roignan qui, affirmait dans son esprit habituel qu'il était la personne avec l'ego le plus important. Bon, j'ai toujours été en désaccord, sur ce point, parce que je ne pense pas que c'était lui entre nous 2. Admettre qu'on a un ego important, c'est une excellente chose pour la créativité. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre sur soi, en fait. Non, non, c'est pas du tout ça, c'est ce que je veux dire, en fait, c'est que avoir cette notion d'autocentrisme, c'est assez important parce que ça évite surtout de se comparer à des personnes qu'on estime meilleures que soi. Ce qui est complètement contre-productif pour quoi que ce soit, en fait. C'est-à-dire, plus on a besoin, d'énergie disponible pour réfléchir et laisser faire, notre créativité, sachant que plus on est serein, plus on est reposé, mieux ça marche, hein. On est d'accord, hein? Après, effectivement, on a des gens qui travaillent, qui sont extrêmement créatifs quand ils sont sur, des journées de 22-23-24 heures, mais, il y a une explication à ça. C'est parce que quand vous êtes très fatigué, le cerveau met en veille, quelques parties pour permettre au reste de fonctionner correctement et donc vous êtes beaucoup moins réactif à l'overthinking, au fait de beaucoup trop penser, aux choses de la vie et par exemple, moi, je fais partie de ces personnes qui effectivement, quand je fais une nuit blanche et ben et que j'ai un truc à faire et que je suis occupé et ben, je ne pense plus du tout aux mauvaises choses et j'arrive à bosser super facilement, sans aucun problème. Et mon dernier point, ah oui ça, bon ça c'est vraiment cadeau, enfin c'est cadeau, enfin c'est comme ça. En fait, on pourra dans le rapport aux autres, il faut aussi faire attention, à ce qu'on nous dit. Parce qu'on peut sembler créatif d'un point alors si on prend le point de vue d'une assemblée, qui n'a jamais vu, ce qui se fait dans votre domaine, vous pourrez sembler créatif pour ces personnes-là. Mais si dans cette assemblée, il y a une personne qui s'y connaît, peut-être qu'elle sera pas du tout impressionnée. Et d'un point de vue personnel, si on a envie de convaincre quelqu'un, c'est cette personne-là qu'il faut convaincre. Ça, c'est un appel aussi pour, expliquer que si vous avez 1000 personnes dans une salle et que vous avez la sensation de faire des choses que les gens que les gens ne comprennent pas, et ben si vous arrivez à convaincre une personne dans une salle de 1000 personnes, et ben ça suffit, en fait. Parce qu'il vaut mieux avoir convaincu quelqu'un qui a absolument tout compris de ce que vous faites et qui vont extrêmement bien le retranscrire, plutôt que 999 qui n'ont absolument rien compris et qui vont complètement changer la valeur de ce que vous avez fait pardon. Transition? Pas de transition. Vite fait. Bon, je vais faire une petite série de tips and tricks, les do's and don'ts, de la créativité. Bon après c'est des trucs qui me concernent beaucoup, je vous avoue. Et je pense que c'est des
Je pense que c'est des choses dans lesquelles, on peut se retrouver et alors je dis pas que c'est applicable à tout le monde, hein, mais c'est quand même bien d'y penser. Alors il y a deux-trois plus pour la créativité quand même. Hem, le cliché de l'artiste errant pour chercher l'inspiration, c'est pas qu'un mythe. Effectivement, le fait de se connecter avec le monde extérieur, c'est une excellente chose parce que, en fait, la créativité, ça a besoin de nouvelles choses, de nouveaux domaines, ça a besoin de nouveaux éléments, de nouvelles informations et quand on se balade sans but, c'est là qu'on est serein parce qu'on n'a pas besoin de penser à l'endroit où on va. On n'a pas besoin de penser de ce qu'on est en train de faire, ce à quoi on est en train de faire. Elle est bizarre cette phrase. Heu et du coup, oui, voilà, enfin, le fait de se balader sans but, de faire des choses sans but, ça rend le cerveau beaucoup plus réceptif, à ce qui se passe. L'ennui, c'est une excellente chose aussi pour la créativité. Parce que en fait, notre cerveau, il a constamment besoin d'être sollicité, en permanence. Et le fait de s'ennuyer, ça va nous forcer à trouver des choses à faire. Et ça me permet d'opérer une transition très subtile, vers le point, néfaste, le premier point pour la créativité, premier point néfaste, pardon, les écrans. Et oui, là aussi. Alors il y a 2 choses dans les écrans. Le premier, en fait, c'est que la surexposition aux écrans, du fait des taux de contraste très élevés, notre œil est très fortement attiré par ce qui s'y passe et cette sollicitation importante indique au cerveau, une forte activité neuronale. Ce qui lui fait comprendre qu'il est occupé. On sait tous très bien, en fait, que quand on est au 4e refresh de notre fil Twitter en moins de 5 minutes, c'est qu'on n'est pas tant occupé que ça. Mais le cerveau, lui, n'a pas cette notion d'activité productive. C'est-à-dire que tant qu'il a des signaux qui arrivent, pour lui, «Ah, on est occupé» et d'ailleurs, il y avait une excellente vidéo qui traitait de ça il y a quelque temps, enfin qui donnait un exemple, qui disait en fait que c'était une très bonne chose quand on s'adressait à quelqu'un professionnellement, que c'était une très bonne chose en fait de poser son téléphone ou de le ranger parce que, l'outil en lui-même, donnait l'impression de l'extérieur, qu'on était toujours trop occupé, pour être abordé. Voilà, point sociologique ça aussi, je sais plus comment ça s'appelle, j'essaierai de le retrouver. Le deuxième point sur les écrans, c'est le contenu des écrans. Alors petit disclaimer encore, je vais possiblement heurter, des croyances d'entre vous, de manière assez brutale. Désolé. Non, votre fil Instagram n'est pas une source de créativité. Pas du tout. Ce que vous y voyez, en fait, ça a été fait par quelqu'un. Alors, il n'est pas impossible qu'un post que vous voyez soit à l'origine d'une idée, sensationnelle, mais soyons honnêtes, combien de fois est-ce arrivé? Combien de posts ont déclenché une idée venue d'ailleurs sur le nombre de posts que vous avez vus? Je voulais vous faire une petite expérience, mais on la fera un peu plus tard parce que je vais pas avoir le temps d'aborder mon dernier point et mais on pourra la faire, un autre jour, ça y a pas de souci et très important en fait, c'est la créativité, c'est faire des erreurs. C'est très important d'essayer de faire des choses sans avoir peur, de se planter. Il faut continuer à le faire en permanence. On sait aussi qu'aujourd'hui, les haters sont légion et je vous apprends rien donc en vous disant de ne pas prêter attention à la critique négative. Cependant, il y a un autre aspect qu'il faut également éviter dans lequel il faut pas s'embourber. Dès que quelqu'un, je panique là parce que j'ai moins de temps, donc oui, il y a un autre aspect, qu'il faut éviter, donc faut pas, prêter attention à la critique négative facile. Mais il y a un autre aspect, c'est de s'embourber dès que quelqu'un annonce qu'il aime ce que vous faites. Se raccrocher à des avis positifs, c'est tout aussi contre-productif parce que ça peut provoquer une tendance à vouloir correspondre à quelque chose. Il y a une phrase qui est attribuée à Andy Warhol et qui dit: «Don't think about making art, just get it done. Let everyone else decide if it's good or bad.
whether they love it or hate it. While they are deciding, make even more art. Je vous livre une traduction à la louche, parce que bon, l'anglais là, il est pas ouf. Ne pensez pas à faire de l'art, faites-le. Laissez les gens décider si c'est bon ou mauvais, s'ils aiment ou s'ils détestent. Le temps qu'ils se décident, faites encore plus d'art. Je vais finir sur le point précédent. Il n'y aura pas de bonus time, je suis désolé. Qui est donc ma recherche créative. Et donc dans mon travail de lumière, ce que j'essaie de faire le plus possible, c'est pas ça. Ce que j'essaie de faire le plus possible. On est où? Oui, c'est ça. Ce que je disais en fait en intro, c'est ce que je cherche en permanence à surprendre et à obtenir des résultats avec de l'impact au moment de la première visualisation. La première visualisation, c'est très important puisque c'est celle qui va être sujette à la notion de découverte. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les photos de nus censurées, parce que l'impact est complètement différent et l'élément utilisé pour la censure a tendance à attirer votre œil et donc modifier le sens de lecture de l'image. La recherche de surprise se situe dans le sujet que je vais photographier. Dans le cas d'un objet usuel, le but va être de regarder sous différents angles et de trouver celui qui est le plus inattendu. En faisant ça, j'exploite en fait un principe neuronal qui est basé sur la mémoire. Notre cerveau identifie des choses grâce aux 5 sens et stocke cette identification dans la mémoire, dans laquelle il va comparer si un élément similaire existe. Alors c'est un peu simpliste dit comme ça, mais en gros c'est l'idée. Si vous avez l'habitude d'utiliser un objet, la représentation que vous avez, c'est la manière dont vous le percevez. Si on vous présente cet objet sous une autre forme, votre cerveau va passer une fraction de seconde à se dire, «Ah mais attends, qu'est-ce que c'est en fait?» «Ah oui, d'accord, c'est ça». Et en fait, cette fraction de seconde, c'est celle qui fait la différence pour le cerveau entre un original, donc quelque chose de nouveau, et une copie, donc quelque chose de similaire à ce qu'il connaît. Je vais être obligé de couper, c'est dommage, parce que j'avais un dernier truc, hein, donc sur l'histoire de, une image vaut 1000 mots, mais je vais finir quand même sur cette histoire de double, et de ressemblance, d'original et similaire. Une notion très intéressante, je vous invite à consulter la thèse de Gilles Deleuze, qui est un sociologue français et qui parle du double et de la ressemblance. Il est 56, j'ai dépassé d'1 minute. Pour une image vaut 1000 mots, on se retrouve sur le Discord. Est-ce que un modérateur peut mettre le lien du Discord direct sur ma discussion, sur la discussion dans ma partie, s'il vous plaît? Et du coup, on va pouvoir parler de ça et parce que c'est vraiment très intéressant d'où provient cette locution «une image vaut 1000 mots». Merci à tous et à très bientôt et bien sûr restez pour la suite tout le week-end. Salut!